Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints. Je suis Frédéric Foucault, je représente Fisia et toute son équipe. On est très heureux de vous accueillir pour ce nouveau webinaire organisé dans le cadre de notre événement digital qui a commencé hier. Avant de donner la parole à nos prochains intervenants, je vous rappelle que jusqu'à demain, toute l'équipe FISA est mobilisée et à votre écoute pour vous accompagner dans vos projets. Alors n'hésitez pas à nous contacter, d'autant plus que nous avons mis en place des conditions tarifaires un peu spéciales pour l'occasion. Voilà, sans plus attendre, je vous propose de démarrer notre webinaire et je laisse donc la parole à Yves et Jean-Jacques de la société Eureduc qui vont vous parler de pressothérapie. Bon webinaire à tous et merci pour votre attention. Merci Frédéric et merci à Fisia de donner cette opportunité de ce webinaire et sur la pressothérapie qui est un peu notre spécialité, mais on va y revenir. Et alors, plutôt que de faire la pressothérapie de Réduc uniquement, j'ai demandé et invité Jean-Jacques Gauthier à venir nous donner son avis de thérapeute. Et donc, je le remercie aussi d'être là. Et puis, donc, on est chez lui en plus, donc c'est un peu plus sympathique. Et je vais donc déjà le laisser se présenter, et puis après, je me présenterai après. Donc, Jean-Jacques, dis-nous un peu qui tu es. Merci Yves, Jean-Jacques Gauthier, je suis kinésithérapeute du sport, enseignant en sport et sophrologue. J'interviens effectivement au niveau pathologique dans un cabinet de kinésithérapie et puis qui est couplé avec un spa, donc on intervient sur de la pathologie, on intervient aussi sur de la santé bien-être, bien évidemment. Et en complément, j'assure des formations et du consulting sur toute la partie spa, thalasso et thermalis pour faire du conseil et incitation au développement, et puis des formations sur le terrain pour effectivement certaines praticiennes les former, entre autres à la pressothérapie et à la microthérapie, et tout un tas d'autres techniques qui sont maintenant effectivement très communes dans toute l'unité de la santé et du bien-être. Voilà, et donc Réduc, on utilise le matériel. Donc, merci Jean-Jacques. Donc, moi, je suis Yves Vignoncourt, je suis donc médecin de formation. Ça fait presque 30 ans maintenant que je travaille dans l'industrie des dispositifs médicaux. Je suis le dirigeant de Réduc depuis fin 2018. Alors, Réduc, c'est beaucoup plus ancien que ça, puisque ça a plus de 40 ans. Et c'est une société donc française qui conçoit, qui fabrique et qui distribue des dispositifs médicaux. Notamment la pressothérapie, puisque c'était à l'origine la première machine qui a été définie, conçue et qui a finalement amené à la création de Réduc. La société a été créée par un kinésithérapeute qui a créé justement cette machine de pressothérapie pour répondre à un besoin médical qui était non ou mal couvert à l'époque, qui était qu'est-ce qu'on fait des gros bras. Donc voilà, je pense que même si les choses sont bien améliorées, ça reste quelque chose de difficile à gérer. Et ça l'était d'autant plus à cette époque-là. Donc voilà, l'histoire en fait est très orientée vis-à-vis de la relation avec les kinés et des difficultés de gérer, de prise en charge du lymphœdème, qui est toute l'histoire de Réduc finalement. Mais au-delà de la pressothérapie au Réduc, la presso est plus ancienne, non? Tu peux peut-être nous parler un peu d'histoire, parce que oui, alors ça vient d'où, quoi? Alors voilà, c'est ça. Alors, la pressothérapie, à la fois, c'est très ancien, et puis pas si ancien, et plutôt très récent. En fait, si on remonte, on cherche un peu l'histoire, on va remonter au XVIIe siècle. Donc, c'est un truc, et c'est quand on a inventé le premier caisson ou chambre hyperbare. Et à ce moment-là, en même temps qu'on a fait les chambres hyperbares, on a essayé sur plein de choses, et notamment sur les œdèmes. Est-ce que ça marche? Bon, ça n'a pas été très efficace, en tout cas pas très suivi. Et ensuite, il faut attendre un peu plus le milieu du 19e. Et le milieu du 19e, on a des expérimentations qui sont faites dans des baignoires avec des pressions qui sont appliquées soit positives, soit négatives. Et là, de la même manière, on met des œdèmes, on dit à des patients avec des œdèmes, est-ce que ça peut les aider un peu? Bon, apparemment, ça ne peut pas être forcément très confortable et très efficace ou très lourd à gérer, donc ça n'a pas non plus suivi d'effet. Et arrive finalement le début du XXe siècle. Alors là, c'est la première application d'une pressothérapie un peu plus proche de ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est une chambre, c'est un manchon avec une seule chambre, une pompe à main, et on gonfle, on serre et on laisse les patients comme ça pendant 4 à 5 heures. Donc c'est un peu une heure de temps, mais ça montre un peu l'efficacité. C'est l'origine, c'est le début. Et puis ensuite, il faut attendre plutôt les années 50
avec finalement des pompes à ce moment-là électriques, et puis qui commencent un peu à améliorer les choses, et puis intermittentes. On alterne en fait des pressions positives et des pressions négatives. On s'aperçoit que ça est ou nul plutôt. Enfin, on est intermittent entre la pression. On s'aperçoit que c'est un peu plus efficace. Jobst, qui est bien connu, finalement, arrive à avoir une petite machine portable dans les années fin des années 50. C'est le début. Et puis, dans les années fin des années 70 et des années 80, un peu plus proche de ce qu'on connaît, donc on passe de la pressothérapie intermittente à la pressothérapie intermittente séquentielle. Donc là, on voit arriver finalement les manchons ou les bottes avec différentes chambres qui vont permettre d'avoir des séquences et de mettre une vague en fait de pressothérapie de la partie distale vers la partie proximale, et donc d'avoir cette pression antérogramme. Alors, on peut dire une chose, c'est que là, on parle de pressothérapie pneumatique, mais que la pressothérapie, on peut l'avoir dans l'eau, entre autres en mettant les membres dans l'eau, on a une pression hydrostatique. Et alors, la différence qu'on a, c'est qu'on peut difficilement la régler, quoi. Ou alors en enfonçant les gens plus ou moins en profondeur, mais c'est plus difficile à gérer que là, avec un appareil qui va, lui, faire les différences de pression et qui va nous aider à faire des ondes de pression qui vont favoriser le traitement, quoi. Absolument. C'est pour ça que c'est pas quelque chose qui est assez proche en fait de ce qu'on peut trouver aussi naturellement dans la partie traitement. Et donc voilà, trêve de l'historique un peu là, et de l'histoire qui est plus anecdotique. Mais donc Jean-Jacques, aujourd'hui en 2020, en fait, c'est quoi les indications de la pressothérapie? Alors, les indications, c'est tous les problèmes veineux, les problèmes de retour veineux, les problèmes d'œdème lymphatique. Voilà, c'est tout ce qu'on voit couramment. Alors, il faut quand même savoir que dans la clientèle qui arrive dans un spa ou dans un cabinet de kiné, on a énormément de femmes qui ont des problèmes veineux, quoi. Voilà. Alors, il faut savoir que là-dessus, nous les hommes, on est relativement protégés, on va dire. Il y a très peu d'hommes qui ont des problèmes veineux. Moi, j'en traite un ou deux régulièrement, mais par rapport au nombre de femmes, c'est pas de l'ordre de 10%, quoi, à tout casser, quoi. Mais c'est très souvent des femmes avec des jambes lourdes, des jambes douloureuses, des impatiences, des retours veineux qui se font mal, alors qui sont en doublure de traitement avec nous, qui sont parfois suivis par des phlébologues, bien évidemment, hein. Et puis, alors on sait que le traitement médicamenteux qui était, on ne va pas citer le nom, mais qui était très à la mode il y a quelques années, on s'est aperçu que ça ne servait pas à grand-chose. Donc on sait très bien que pour tous ces traitements-là, la seule façon, c'est effectivement ce que tu disais, de comprimer, quoi. Voilà. Alors les compressions, il n'y a pas 36, il y a des appareils de presso, et puis il y a aussi des bas de contention, qui sont prescrits effectivement par les kinés et par les médecins, qui sont souvent plus ou moins appréciés de nos patients, parce que certaines femmes sont encore, j'allais dire, pensent encore aux anciennes, on va dire, Bambiflex ou les Bavaris de nos grands-mères, donc qui étaient très peu esthétiques. Donc voilà. Donc ça fait un petit inconvénient. Maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup plus esthétique, et c'est relativement des modèles agréables à mettre, quoi, on va dire. Mais après, il y a la difficulté à les mettre aussi. Donc ça, c'est quand même un gros frein, quoi, voilà. Alors, si ces gens-là, effectivement, font de la pression, souvent, ils peuvent associer les deux, c'est-à-dire ces bas vont être plus faciles à mettre dans la journée, et puis ils vont avoir leur traitement de presso 1, 2 fois ou 3 fois par semaine. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire que les indications, c'est principalement ça, quoi, voilà. Alors après, on a tout ce qui est les indications parallèles, en patho-sportive, en récupération sportive. Bon, kiné du sport, c'est vrai que c'est pas à toi que je vais dire que Tour de France qui s'est un peu décalé cette année, on va dire, mais il y a très peu de temps, dans toutes les caravanes du Tour, il y a de la pressothérapie pour tous les sportifs, que tous les soirs, ils passent au moins une demi-heure sous les bottes, voire deux fois une demi-heure. Donc, en thérapie sportive et en suivi sportif, en récupération sportive, on en a une grosse utilité. Et puis, dernier aspect, qui n'est pas des moindres, qui est le confort qu'on peut apporter aux femmes pendant les périodes de grossesse, qui ont souvent des jambes un peu douloureuses, un peu lourdes, un peu gonflées. Donc là, on va pouvoir aussi les aider et leur apporter un confort où elles sont souvent très en demande. Enfin, voilà. Alors, il n'y a pas de contrainte sur la femme enceinte, en fait. C'est pas, non, parce qu'on va faire des programmes qui sont assez légers, on ne va pas faire des programmes très, très agressifs, quoi. Voilà. Alors, pour deux choses, à la limite, pour les rassurer déjà d'une part, et puis pour leur apporter, effectivement, quitte à les voir une fois de plus dans la semaine, mais leur apporter un confort qui soit continu, quoi. Donc, ce n'est pas la peine de faire des gros coups, mais de les aider à drainer. Ça va les aider énormément. Et alors, quelles sont du coup les vraies contre-indications? Alors, les contre-indications, c'est effectivement la thrombose veineuse profonde, c'est le principal, la phlébite. Voilà. Donc, il faut quand même être un peu vigilant. Il faut quand même, alors tous les kinés connaissent
des problèmes de phlébite, en général, on est dans ceux qui, quand les gens arrivent chez nous, on fait attention au ballon du mollet, au mollet douloureux, aux températures. Alors, surtout en ce moment, avec le Covid, on est un peu omnubilé par ces problèmes de température, mais là aussi, il faut faire attention quand même, puisque là, ça peut être dangereux quand même. Hein. L'embolie peut arriver si on fait ce qu'il ne faut pas, si on met les gens en mode de pression. Mais globalement, c'est très rare, parce que ces gens-là, en général, s'ils ont des signes de phlébite ou de pré-signes, en général, ils vont être adressés au médecin. Et puis nous, dans le doute, si on a un doute, je pense qu'il ne faut pas hésiter à envoyer chez nos confrères, à les envoyer, hein, et puis à dire, bon, confirmez-nous qu'il n'y a pas de suspicion, de choses comme ça. C'est j'allais dire, la contre-indication numéro 1. Et puis, bon, les lymphangites, les résipelles, des choses un peu plus qu'on ne voit pas souvent, quoi. En fait, les résipelles, on en voit très rarement. Les lymphangites, ça arrive, mais c'est pareil, c'est quand même pas des choses. Je crois que le point le plus important, libéral, voilà, c'est rarement, on ne va pas souvent les voir en cabinet libéral, on les verra en milieu hospitalier, mais bon, là, je veux dire, en milieu hospitalier, l'avantage qu'a le kiné, c'est qu'il a le médecin à côté de lui, quoi. Alors qu'en libéral, des fois, il faut que les gens repartent au cabinet à côté. Et maintenant, vu la difficulté pour voir des libéraux, des fois, c'est un peu compliqué. Mais voilà, mais c'est la grosse contre-indication. Alors maintenant, tu peux peut-être nous parler, je sais pas, des preuves cliniques et des recommandations. Tout à fait, parce qu'en fait, ces indications donc, sont bien aujourd'hui acquises et confirmées par un certain nombre d'études cliniques. C'est vrai qu'on entend encore un peu, oui, mais on ne sait pas trop la presso à quoi ça sert. Alors, si c'est vraiment confirmé, il y a 2 études qui sont principales et qui sont quasiment à connaître par cœur, entre guillemets, en tout cas à pouvoir citer chaque fois qu'on a quelqu'un en face de nous qui nous dit oui, mais la presso, je ne sais pas. C'est l'étude de Souba qui a été publiée en 2002, donc c'est quand même pas des récents, c'est dans Cancer, et qui en fait fait une étude donc randomisée prospective, donc c'est les meilleures études qui soient, là, en tout cas, niveau de preuve le plus élevé, et qui démontre bien que dans le cadre d'une thérapie décongestive, cette étude compare 2 groupes de femmes post-mastectomie, après une chirurgie de cancer du sein, et qui ont un lymphœdème qui est confirmé. Et elle montre bien qu'une thérapie décongestive avec pressothérapie est plus efficace dans la diminution de l'œdème que la même thérapie décongestive, sauf qu'on lui a juste supprimé la pressothérapie. Je crois que c'est la première étude. Cette étude a été confirmée par une autre étude en 2009 dans l'infologie qui suit à peu près le même protocole et qui démontre en fait exactement la même chose sur une population plus élevée, plus grande. Donc voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de discussion. C'est tout à fait confirmé et recommandé par un certain nombre d'instances. Donc chez les kinés, qui eux savent bien parce qu'ils sont en première ligne et ils le voient tous les jours, donc ils sont sans doute moins à se préoccuper de savoir si est-ce que c'est prouvé ou pas prouvé. En tout cas, c'est recommandé par la KTL, c'est recommandé par les instances ordinales. Ça fait partie aussi dans le référentiel de l'ordre des kinésithérapeutes des outils à utiliser. Donc ça, c'est clair. Et puis ensuite, plus généralement, l'HAS en France l'a mis comme une option. Alors, elle appelle ça facultative. C'est un peu désagréable parce que aussi facultatif, ça a l'air de dire oui, on ne sait pas trop ce qu'il en est. Bon, sachant qu'avec l'HAS, c'est toujours plus prudent dans les aspects positifs que dans les aspects négatifs. Donc, si elle avait considéré que ça ne marchait pas comme d'autres thérapies médicamenteuses dont tu parles, on les aurait été supprimées complètement, alors que ça n'a pas été supprimé. Et ça a même été accepté à la CCAM, puisque dans le cadre de la nomenclature qui pour l'instant est réservée aux médecins, mais la nomenclature CCAM, il y a un code qui confirme bien donc la pressothérapie est tout à fait utilisable et remboursée, donc est prise en charge. Donc ça montre bien aussi la valorisation. Et ensuite, au niveau international, à la fois sur les sociétés savantes de l'infologie, sur les sociétés savantes européennes, allemandes, anglaises, vasculaires, on retrouve à chaque fois en fait l'utilisation de la pressothérapie comme un élément de l'arsenal thérapeutique. Donc jamais on a dit la pressothérapie fait tout ou est suffisante en tant que telle, mais elle est surtout un outil supplémentaire et tout à fait utilisable et à utiliser parce que ça a démontré son intérêt, en tout cas quand c'est rajouté au reste. Mais alors, je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure sur les kinés. En fait, ce qui est important aussi, c'est la réalité du terrain et la réalité de ce qu'on voit. Donc là, je te renvoie à la balle. En fait, les preuves cliniques, c'est bien, c'est sur les papiers, mais les preuves réelles des patients que tu as en face de toi. Quoi. La preuve réelle, elle est toute simple. Hein.
pour faire quand même beaucoup de pressothérapie des membres inférieurs. Alors, beaucoup plus maintenant des membres inférieurs que des membres sup, parce que le fameux gros bras, moi, dans le début de mes études de kiné, donc ça remonte à quelques temps, les auditeurs le verront avec mes cheveux blancs, mais bon, on faisait beaucoup après l'opération du cancer du sein, on faisait beaucoup de problèmes de gros bras, et là, effectivement, on avait des actions à faire au niveau des membres supérieurs. On est beaucoup plus sur des actions maintenant de drainage des membres inférieurs, parce que c'est beaucoup plus la demande, en fait, que j'ai. Et là, c'est tout simple, le résultat, Yves, on met les bottes de presso, une dame sur la table, et quand elle se lève au bout d'une demi-heure, n'importe monde n'a rien besoin de lui dire, quoi. Ouais. Ah oui, c'est plus du tout pareil. Oui, voilà. Donc, c'est plus du tout pareil, le fait de mettre les 2 pieds par terre, et moi, j'invite même mes confrères à le faire, d'essayer, parce que j'étais le premier sceptique, il faut dire, j'utilise la presso, je crois qu'il le sait, que depuis 10-12 ans, en fait, parce qu'au début, j'étais très sceptique, et je pensais que la presso ne servait à rien. J'avais essayé des appareils de presso pas très efficaces, on ne va pas dénigrer les concurrents, mais qui n'avaient pas ce fameux double gradient de pression, je pense que tu nous en parleras tout à l'heure, et ce n'était pas d'une efficacité rocambolesque, et je n'avais pas trouvé ça miraculeux, quoi. C'est vrai, depuis que j'ai mon appareil, je trouve que ça, même sur quelqu'un qui n'a pas de problème veineux comme moi, quand je les mets, je sais qu'au bout d'une demi-heure, il s'est passé quelque chose. Et les gens qui ont effectivement des lourdeurs de jambes, etc., j'allais dire avant, au début de ma carrière, je l'ai appris aussi pendant mes études, on mesurait avec un mètre au ruban, quoi, pour voir si on 10 000 mètres de diamètre. Là, il n'y a même plus besoin, parce que les gens, quand ils descendent de la table, ah oui, il y a une sacrée différence. Et quand on les voit sur plusieurs semaines, quand on fait une cure, on va les voir 2-3 fois par semaine, sur 10-12 séances ou 15 séances, en fait, alors comment ça se voit. Ils s'en aperçoivent d'eux-mêmes, voilà, parce qu'ils vous disent régulièrement, ah bah oui, c'est plus facile à mettre les collants de contention, ça passe mieux, c'est beaucoup moins gonflé, je rentre bien dans mes chaussures, etc. Donc il y a du réel, il y a du concret, quoi, parce que sur le plan, j'allais dire morphologique, ça se voit tout de suite, quoi. Donc je pense que le résultat, il est évident. Et puis le ressenti patient, il est indéniable, quoi. Je veux dire, tous les gens sont unanimes pour dire oui, c'est efficace. Voilà. Ça... Alors même dans des cas un peu particuliers, j'ai l'exemple en ce moment d'une patiente qui a un œdème localisé sur juste un seul membre inférieur, quoi, et relativement douloureux. Et en l'espace de 5 à 6 séances, alors j'étais très suspect parce qu'en plus le diagnostic n'a pas été vraiment posé. Les médecins se posent la question pourquoi, on ne sait pas trop, quoi. Et en l'espace de 5-6 séances, on a déjà un résultat, quoi. Cette femme me dit c'est incomparable, j'ai moins de gêne pour marcher, j'ai moins de douleurs nocturnes, c'est pas du tout la même chose, quoi. Et le membre, bon, n'est pas comparable à l'autre, c'est une évidence, parce qu'il était très gonflé, mais je veux dire, il y a un ressenti qui est indéniable. Donc je crois que c'est la preuve. Par l'exemple, quoi, on met les bottes et puis on a tout de suite ce ressenti, voilà, sans être obligé de sortir notre mètre de couturier. On sait que l'œdème, c'est souvent sur des pathologies chroniques, donc ils reviennent, quoi. Alors, ils reviennent. Alors, ce qu'on préconise et qui marche le mieux quand même, moi, c'est ce que certains phlébologues m'avaient conseillé. Tout au début, j'ai commencé à pratiquer, quoi. C'est de travailler sur les intersaisons. Travailler sur le printemps et automne, et non pas travailler souvent quand les femmes soufflent plus, par exemple, aux périodes chaudes d'été, quoi. Souvent, c'est le mois de juillet, quand j'ai la tendance à monter, elles disent j'ai très mal aux jambes, j'arrive plus à dormir, etc. Donc, on leur préconise même des petits moyens accessoires, style la douche froide, le bas de contention, bien évidemment, mais l'été, porter des bas de contention, on n'aime pas trop, quoi. Voilà. Donc, mais c'est pas l'été que ça marche mieux la pression. Si on le fait, ça va soulager, c'est évident. Mais si on veut un réel suivi sur l'année, j'ai vu avec des gens rencontrés, on fait 2 sessions, on fait une session au printemps de 10-12 séances, on fait une session en automne, comme en ce moment, de 10-12 séances. Et là, on a des résultats qui sont quand même patents et qui permettent de tenir l'année et d'avoir des gens qui retrouvent un confort de vie qui est quand même assez agréable, quoi. Et le ressenti de la séance elle-même, en fait, parce que ça, on a le ressenti de truc, qu'est-ce qu'ils disent? C'est bien, c'est pas bien, on s'endort, on s'endort pas, ça fait du bruit, ça fait pas de bruit, parce qu'on l'a régulièrement. Alors, ça fait un peu de bruit, mais ça ne les empêche pas, comme tu, de dormir quand même. Parce que moi, 1 fois sur 2, je surveille, bon, c'est une demi-heure de traitement, en gros, 25 à 30 minutes, hein. Donc, je passe, je les installe, je reste là un tout petit peu au début pour voir surtout les premières séances, parce que ça comprime, ça surprend un peu au début, parce que ça comprime quand même fort, hein. Bon. Donc, alors, je donne un programme souvent
pas très agressif en premier. Je reste avec eux les 4-5 premières minutes et après, je reviens les voir 1 à 2 fois pendant le traitement. Les premières séances, c'est plutôt 2-3. Et puis après, c'est une fois, très souvent après, je les retrouve complètement endormis, quoi. Alors, j'en ai qui sont venus avec leurs écouteurs ou qui écoutent la musique que je diffuse. Mais une fois sur deux, je les retrouve quand même avec la musique quand même tranquillement endormis. Et ils me disent, c'est déjà fini. Je leur dis, oui, au bout d'1 heure, il va falloir passer au client suivant quand même. Il va falloir prêter l'appareil aux autres, quoi. Voilà. Mais donc, c'est pas... bon, le bruit, je pense que ça fait un petit ronronnement, mais qui est quand même très léger, quoi, voilà, et qui endort. Quoi, voilà. Et comme il y a cet effet quand même de bien faire, autant la première séance, effectivement, il y a cet effet un peu agressif de la pression, parce que c'est quand même fort, puis ça monte en étage. Mais après, quand ils sont, j'allais dire, plus inquiets vis-à-vis de la machine, il y a un confort indéniable. Alors, il y a quand même des controverses sur la pression. Voilà, ça, tu peux nous en parler. C'est peut-être pas à moi. Je peux en parler d'autant plus que c'est vraiment sur les rencontres des congrès, par exemple, on a très souvent ces questions ou ces commentaires. Oui, mais quand même, est-ce que la presso, ça risque pas d'abîmer le système lymphatique, ou est-ce que ça va pas tout bloquer parce que quand même vous mettez de la pression importante. Donc c'est des espèces de controverses qui traînent depuis des années, on n'arrive pas bien à s'en sortir. Et alors bon, là aussi, il faut être réaliste. On va mettre une pression qui va être autour de 80, maximum 100 mm de mercure. Encore, c'est quand même rarissime d'aller jusqu'à 100 mm de mercure avec une presso, parce que c'est vraiment inconfortable et difficile. Il faut bien comprendre que ces mêmes personnes détracteurs vont en revanche mettre en avant la contention et par exemple, quand on met une bande de contention et qu'ensuite on fait marcher les gens, on fait des efforts sous bande, c'est le principe pour arriver à drainer, et ben autant quand on met la bande, on la met à pression faible, donc là on n'a quasiment rien, mais quand le muscle se contracte et le mollet se contracte, qu'on fait travailler la pompe du mollet pour justement coincer à travers cette contention, on arrive à des pressions qui sont de l'ordre de 200 à 300 mm de mercure. Donc on est beaucoup plus élevé. Donc s'il y avait destruction, elle serait avant tout dans ces cadres-là et non pas avec la pressothérapie. Donc il faut savoir répondre à ça. Il y a eu depuis, d'ailleurs assez récemment, Belgrado a fait aussi des études en lymphangiocentographie où on montre bien que finalement avant d'arriver à fermer les canaux lymphatiques, il faut des pressions très élevées et que c'est pas très grave. Il y a des études sur l'animal qui montrent aussi que quand en fait plus on met de la pression et plus en fait on va stimuler, plus on va drainer, et plus en fait le système lymphatique va accélérer. Donc finalement on a un effet bénéfique même si on montait sur des pressions très élevées, ce qu'on ne fait pas, ne serait-ce que pour une question de confort et malgré tout. Donc je crois que cette controverse, il faut l'éliminer. Après, il y en a plein d'autres. Non, ça ne sert à rien. Bon, alors, on en a parlé tout à l'heure. Donc, je crois que maintenant, ça c'est bon. Et puis, surtout, penser que tout ça, en fait, ça vient d'une espèce de concurrence très malsaine, mais qui rime à rien. Alors, cette concurrence, elle a été, ou elle est peut-être encore dans certains endroits, entre les médecins, ou les phlémos, les médecins vasculaires, et puis les kinés, qui doivent faire quoi, etc. Ce qui est aberrant, je crois qu'il n'y a pas de problème de savoir qui c'est complémentaire, les deux sont complémentaires et chacun est à sa place et fait son boulot et c'est comme ça que ça marche quand on travaille en équipe et non pas quand on travaille l'un contre l'autre. Et c'est pareil avec, parce qu'on a aussi à l'intérieur peut-être plus de la communauté kinésithérapique de cette notion, non mais c'est le DLM ou c'est le drainage par pressothérapie. Et je crois que c'est pareil, il ne faut pas les opposer, surtout pas, c'est complémentaire. Ils ne vont pas faire ce que l'un ne peut pas faire ce que fait l'autre et vice-versa. Donc, quand vous avez un œdème extrêmement induré, très solide, en DLM, ce n'est pas facile d'arriver à appuyer, quoi. Donc là, la presso, elle va appuyer puis elle ne va pas se fatiguer. Mais quand, très souvent, moi, des prescriptions de drainage lymphatique manuel, je commence en drainage lymphatique manuel parce que les gens viennent pour le drainage lymphatique manuel. Si je leur donne de la pression, ils vont être d'accord. Et puis, au bout de 2-3 séances, quand je vois que je n'ai pas un résultat qui est très pertinent, je leur propose de passer sur les bottes, et dans 80% des cas, on reste sur les bottes. S'ils me disent, ah non, c'est beaucoup plus efficace. Je dis oui, mais bon, moi, vous m'avez demandé la prescription du médecin. Et des fois, je rappelle le médecin, en lui disant, bon, écoutez, est-ce que ça vous dérange? Non, ça ne me dérange pas. Bon, il y en a certains qui disent, oui, parce que c'est plus efficace le manuel. Je dis, écoutez, moi, je vous renvoie à votre patient, si vous voulez, puis vous allez voir avec lui. Parce que là, j'ai fait tant de séances de drainage lymphatique manuel, j'ai fait tant de séances en presso, et en fait, le résultat, il est avec la pression, quoi. Donc, je crois qu'il faut
Voilà, il ne faut pas s'opposer. Alors, c'est vrai que quand les gens viennent avec une prescription, je crois qu'il faut l'accepter, se dire, on commence par du drainage lymphatique manuel. En général, ça leur fait toujours plaisir. Oui. Mais souvent, quand je regarde, je me dis, bon, je sais en moi-même le résultat qui va se passer, quoi. Alors après, en kiné, il y a quand même, comme on a des confrères, il y a quand même une différence notoire. C'est qu'on est à peu près sur des séances qui vont être cotées pareil, et qui ne vont pas demander le même temps de présence. On en a un, c'est un outil main libre, on va dire, où vous allez installer, vous allez passer un peu de temps, mais pas toute la demi-heure. Drainage lymphatique manuel, on ne quitte pas son patient. C'est plus souvent 3/4 d'heure qu'une demi-heure. Même quand on le fait une demi-heure, c'est un peu court, il faut mieux passer 3/4 d'heure. Donc voilà, alors après, la polémique, je la place là sur un autre plan, mais qui est un plan qu'il faut économiquement parlant, surtout en ce moment où il y a quand même des problèmes, il faut en parler. Quoi, voilà. Et Jean-Jacques, tu fais la transition finalement vers le point suivant, qui est, donc là, je pense qu'on a bien vu sur l'aspect thérapeutique, donc sur la machine, mais une fois qu'on a la machine, elle est bien positionnée sur les patients avec lymphodème ou avec des œdèmes qui ont besoin. Maintenant, ce n'est pas forcément tous vos patients, c'est pas de truc. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aussi qu'est-ce qu'on peut proposer avec la machine pour finalement, entre guillemets, l'utiliser un peu plus, la rentabiliser un peu plus, parlons clairement, mais pour qu'elle tourne, quoi. Alors moi, pour la rentabiliser, c'est faire du hors-nomenclature, ce qu'on fait quand même pas mal maintenant, ce que proposent beaucoup de kinés. Alors moi, je le propose énormément, parce qu'effectivement, j'ai une double enseigne avec un spa bien-être et santé et un cabinet kiné thérapeutique, quoi. Donc côte à côte, dans la même, en continuité de la surface. Donc moi, je fais beaucoup de hors-nomenclature, mais en tant que kiné, on peut le proposer aussi. Je veux dire, ne serait-ce que ce que j'ai parlé tout à l'heure, des femmes enceintes, je veux dire, je plaisante toujours en disant que c'est une pathologie qui arrive régulièrement dans la vie d'une femme. Donc, elles ont toujours un jour ou l'autre, et c'est très rare quand durant une grossesse, elles n'ont pas des problèmes de jambes lourdes. C'est exceptionnel. Alors, certaines, oui, tant mieux pour elles, mais encore une fois, 70-80% des femmes vous disent dans les derniers mois, c'est un peu lourd. Et quand les derniers mois se situent en plein été, c'est encore plus difficile. Donc, on peut leur proposer effectivement ces bottes de presso qui vont les soulager. Et souvent, j'allais dire, les femmes sont prêtes à pas mal de sacrifices quand elles sont enceintes. Et je ne parle pas des maris, parce que là, ils sont prêts à offrir à leurs femmes. Donc moi, très souvent, c'est les maris qui offrent des bons cadeaux à leur conjointe pour dire 5 séances, 10 séances de drainage. Et quand on a effectivement ces femmes et qu'on a soulagé pendant une période de grossesse, quand après la grossesse, il reste effectivement à certaines périodes des déficiences, ce qui arrive, n'hésite pas à venir vous revoir. Donc je pense que c'est un des atouts. Deuxième atout, effectivement, c'est la patho-sportive, parce qu'effectivement, quand on fait de la récupération sportive, c'est pas toujours sous ordonnance. Et je ne crois pas que la Sécu voudrait payer la récupération sportive sous ordonnance. Donc, on va le faire hors convention, et hors convention, on va proposer effectivement ce style alors bon, étant kiné du sport, effectivement, j'ai peut-être plus cette clientèle-là, mais régulièrement, j'ai des gens après des marathons, après des courses de longue durée, après des treks, des choses comme ça, qui viennent me voir et avec qui je peux effectivement proposer effectivement de faire une paire de bottes régulièrement. Alors, soit après des grands événements ou des grosses manifestations, ils ont beaucoup souffert pour récupérer mieux, soit après des manifestations qui vont se répéter, par exemple un marathon une semaine et 10 jours après on va en faire un, on va faire un semi, etc. Donc c'est ces gens-là qui sont les plus à même de venir effectivement et de bénéficier de nos soins, quoi. Alors voilà un peu comment on peut proposer, en dehors de notre aspect purement praticien kiné, proposer d'autres séances hors convention. Effectivement, on ne les propose pas tout à fait au même tarif. Quand on les propose un tarif de remboursement CPAM, on va effectivement monter un peu le tarif quand on est hors convention, pas pour pénaliser les gens, mais parce qu'on va avoir besoin d'une rentabilité un peu plus forte, et ce qui fait un amortissement de la machine beaucoup plus rapide. Donc c'est quand même intéressant pour nous. Il faut savoir en plus que là, le benchmark est un peu différent, puisque les clients, là, pour le coup, qui en a un nomenclateur, ils vont comparer avec ce qu'ils peuvent trouver chez l'esthéticienne, voilà, et donc qui est là où sur les prix sont plutôt un peu plus élevés aussi. Donc, bien sûr, et très souvent, je veux dire, ils n'ont pas ce retour chez d'autres enseignes, puisque effectivement, ils ne vont pas avoir ces outils-là. Et
certains SPA même le proposent pas. Donc, quand on est effectivement, nous, thérapeutes, on peut le proposer avec intérêt. Alors moi, j'aimerais quand même qu'on reprenne pour mes confrères que tu parles un peu du double gradient de pression, parce que je pense que c'est un élément qui m'a fait basculer dans la presso, qui m'a fait dire oui, ça marche, et pourquoi ça marche, et pourquoi par rapport à d'autres, sans citer de nom, mais moi j'avais essayé d'autres appareils, honnêtement. Bon, les résultats étaient quand même très light, on va dire. Hein, voilà. Alors là, on est un peu plus dans le dur, les clients sont comme 10 fois plus convaincus. Donc, si tu peux nous parler, effectivement. On va parler, expliquer ça juste avant. Il y a des petits flyers de ce type-là, je ne sais pas si on voit très bien, qu'on peut vous proposer aussi, ou des affiches un peu avec les mêmes choses, notamment pour proposer en fait du hors nomenclature. C'est ce qui permet. Voilà, on a des outils qui permettent aussi de vous aider en fait à recruter ce hors nomenclature éventuellement, notamment sur les jambes lourdes. Alors sur le double gradient de pression, ça c'est un bon sujet en effet parce que c'est important et puis on se mélange un peu. Alors qu'est-ce que c'est que le gradient de pression? Un gradient de pression, pourquoi un gradient de pression? Parce que si je mets un manchon sur mon bras par exemple, et puis avec une seule chambre, hein, je ne m'embête pas pour mesurer au début, et puis je vais gonfler ce manchon, mettons à 40 mm de mercure ou millibar, peu importe. Je le gonfle. Et puis en dessous, avant, j'ai mis 2 capteurs de pression. J'en ai mis un au niveau du poignet, là, et puis j'en ai mis un au niveau de l'épaule. Et du fait de la forme à la fois du bras et du manchon qui va être conique, en fait, mon capteur de pression ici, il va être inférieur. Enfin, la pression qui est captée ici est inférieure à la pression qui est captée en haut. Alors que, encore une fois, j'ai une seule chambre, et dans ma chambre, j'ai une pression parfaitement homogène qui est, peu importe laquelle elle est parfaitement homogène. Donc en fait, on a ce gradient de pression qui est, on a ce problème du fait de la forme qui est en fait contre-productif, parce que finalement, il met plus de pression en haut qu'en bas, donc il a tendance à repousser tout ce qu'on essaye de monter avec la vague segmentaire en montant petit à petit. Donc pour contrebalancer ça, il faut faire quelque chose. Donc soit on a 2 options. La première option, c'est de dire, bon, bah, si c'est comme ça, quand je suis en segment, je vais mettre plus de pression en bas et puis je vais diminuer la pression au fur et à mesure que je monte. Comme ça me permet que la pression réellement mesurée à la fin, elle soit toujours en dessous, en haut qu'en bas. Donc on est dans le bon sens. Donc c'est le gradient de pression, on va dire, négatif en fait, où on va diminuer en fait la pression au fur et à mesure des chambres qui montent. Et puis on a le gradient de pression positif qui en fait, au lieu de diminuer dans les chambres au fur et à mesure qu'on monte, eh ben, on va augmenter les chambres d'en dessous au fur et à mesure qu'on monte. C'est-à-dire que si je mets 50 dans ma première chambre, quand je monte ma deuxième chambre à 50, eh ben, celle-là automatiquement va monter à 55. Et ça, c'est le système de réduc. Ce qui fait qu'à la sortie, on a toujours en fait une pression qui est bien supérieure au niveau distal qu'au niveau proximal, et on n'a jamais diminué la pression. Si on comprend bien que si on commence à pousser avec une certaine pression ici, c'est pas très intuitif de dire je vais pousser de moins en moins pour espérer drainer les choses. Donc au contraire, il faut pousser, il faut fermer un peu plus pour que ça risque pas d'être en rétrograde et repartir dans l'autre sens. Donc c'est ça le double gradient de pression automatique de Redux, c'est d'augmenter le distal au fur et à mesure qu'on monte, et non pas de diminuer en se disant on ira, ouais, à la fin on comprimera un peu moins. Donc c'est ça, pas de fuite distale. Pas de fuite distale. On a une efficacité, et encore une fois, bon, sans citer de nom et sans critiquer les confrères ou les autres boîtes, très souvent on a, alors moi je le vois très bien quand je fais de l'audit dans certains spas où on est beaucoup plus en matériel esthétique, on a des matériaux de presso qui ne sont pas très utilisés parce qu'effectivement il n'y a pas un retour du client qui est très valorisant. Quoi. Pourquoi? Parce que j'ai l'exemple d'une cliente chez moi qui m'avait dit non, la presso, j'en veux pas, elle l'avait dans sa formule. Quoi. Ici, elle me dit non, j'en ai fait, ça ne servait à rien. Je lui dis, vous en avez fait où? Voilà, bon, elle en a fait d'une Thalasso que je ne vais pas citer, mais que je connais très bien. Ce sont des gens qui font du très bon boulot, mais là, ils avaient un appareil, effectivement, bon, on va dire un appareil de la communauté européenne, mais de chez nos amis les Italiens, et qui ne servait à rien, quoi, voilà, quoi. Et effectivement, quand elle a fait chez moi, elle me dit, ah oui, mais vous, une séance, ça sert. Elle me dit, j'en ai fait 4 séances là-bas. Elle me dit, j'ai pas vu la différence. Elle me dit, je ne savais pas à quoi ça servait. Je lui ai expliqué qu'effectivement, alors bon, j'ai expliqué avec les termes pour que cette cliente comprenne qu'effectivement, bah, l'autre, ça partait dans tous les sens et qu'effectivement, on n'était pas tellement dans du drainage, quoi. Voilà, on n'était pas tellement à pousser cette circulation. C'est pour ça que je voulais que tu précises bien, parce que vis-à-vis de nos confrères, ils connaissent bien quand même, bon, c'est un problème mécanique, ni plus ni moins. Mais avec les pistes de drainage homogènes, ce qu'on va mobiliser, bah, il ne va jamais repartir, il va toujours être remonté.
a travaillé, ce qu'on a réussi à mobiliser. Parfois, c'est pas facile, mais ce qu'on a réussi à mobiliser, ça va aller toujours dans le bon Alors sens. après, un deuxième problème technique que je pense que mes confrères vont poser aussi, c'est le nombre de chambres. Quoi. Parce qu'alors, on a des 5 chambres, on a des 3 chambres, on a des 7. Alors, qu'est-ce qu'il faut? On a des 12, on a des 36 maintenant aux États-Unis même. Ouais, c'est ça, voilà. Parfois, les Américains n'hésitent pas. Quoi. Alors, sur le principe, c'est pas faux. C'est-à-dire que c'est un peu comme la compression manuelle, en fait, c'est le drainage manuel. On ne peut pas drainer une grosse surface. Donc, théoriquement, d'un point de vue théorique, c'est mieux d'avoir des chambres les plus petites possibles, parce que c'est sûr qu'on mobilisera plus si on met une pression sur une surface un peu plus petite et qu'on avance comme ça petit à petit. Le problème de faire ces petites chambres un peu multiples et donc un peu en chambre à air, c'est qu'en fait, entre les chambres, on laisse beaucoup de zones qui n'est pas comprimées, parce qu'on se retrouve quand même avec 2 boudins qui en fait se retrouvent comme ça. Et donc ici, en dessous, on a une zone de non-pression. Donc plus on les multiplie, et plus on multiplie des zones de non-pression aussi. On fait des tranches. On fait des tranches. Donc, on fait des tranches de saucisson et on se retrouve avec en fait, un aspect de tôle ondulée sur le drainage. Donc c'est pas idéal. Donc, pour contrebalancer ça, en fait, pour éviter ça, il faut qu'on arrive à mettre les chambres superposées. Donc, et ça, c'est la bonne solution. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des manchons sont avec des chambres superposées. Donc, la chambre superposée, c'est bien, ça permet donc du coup de répondre, d'éviter ce problème-là. Mais sur une chambre superposée, il faut qu'il y ait une surface suffisante. Si on superpose sur 2 mm, ce n'est pas superposé, ça ne change rien avec ma démonstration d'avant. Donc, si on imagine sur un manchon qui fait 60 cm et qui en a 12 cellules par exemple, ça fait plus que 5 cm par cellule. La cellule 2, si elle doit être superposée à la fois sur la 1 et sur la 3 sur 5 cm, il n'y a plus beaucoup de choses qui sont superposées. Et donc, c'est un peu la limite. Donc, chez Reduc, avec 40 ans qu'on travaillait là-dessus, donc on a avancé aussi là-dessus, on a essayé, on a poussé au maximum, on a monté jusqu'à 10 cellules, et en fait, on avait une efficacité qui est moindre qu'à 7 cellules. 7 cellules, c'est l'optimal pour avoir à la fois le bénéfice de la superposition et le bénéfice du nombre de chambres en fait. Donc on est sur le compromis, on va dire, optimal et idéal qui permet d'avoir à la fois un drainage le plus efficace, même à basse pression, et une homogénéité du drainage et un ressenti du patient qui est très très progressif, qui n'a pas cette espèce d'impression de cassure et au fur et à mesure. On n'a pas l'impression d'être saucissonné. Voilà. On a l'impression d'une continuité, mais pas d'être comprimé par tranche. Exactement. Alors ce qu'il faut peut-être dire avant de finir ou avant de répondre à des questions sinon là. Alors moi je peux le dire parce que j'utilise des produits Reduc, mais je ne suis pas Reduc en fait. Hein. Non, je ne suis pas payé. Je ne suis pas payé par vous. C'est que moi ce qui me surprend toujours, c'est quand je vais faire un peu de démonstration avec vous sur les salons. Donc mes confrères connaissent Reduca quand même. Donc cette année on ne l'a pas eu, mais chaque année, ça fait quand même plusieurs années que je vais avec vous à Reduca. On est quand même surpris de voir des confrères qui ont mon âge et qui ramènent un appareil qui a 30 ou 35 ans et qui vous disent bon, il y a un petit problème de gaine parce qu'elles sont usées, est-ce qu'on peut changer? Mais l'appareil fonctionne toujours. Donc on peut dire qu'il y a une certaine fiabilité quand même. Je disais que bon, depuis 40 ans, vous étudiez la presso. Oui, vous avez plus de 40 ans maintenant que vous êtes dans la presso. Et je veux dire qu'il y a une fiabilité des appareils qui, moi, m'impressionne. Parce que je veux dire, c'est quand même d'une robustesse à l'épreuve des balles, on va dire, pour parler un peu crûment. Donc ça, c'est peut-être aussi, parce que pour nos confrères, c'est vrai qu'on aime investir, on investit régulièrement dans des nouveaux matériaux, dans des nouveaux produits, mais si ça peut durer, ça nous permet de réinvestir et de donner plus je veux dire, une ouverture possible à nos patients et de répondre à beaucoup plus de problèmes, ce qui est quand même bien, plutôt qu'un appareil qui va tenir 2-3 ans et qui va effectivement se mettre en carafe. Voilà, quoi. Donc ça, c'est tout à l'honneur et c'est ce qui m'a toujours impressionné un peu chez Reduc, c'est la robustesse des produits qui durent sur des années et des années. Absolument. Non, je crois que tu as résumé encore mieux que je pourrais le faire sur les critères de choix. Je crois que c'est cela, c'est la robustesse, c'est le côté de. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire comme critère de choix? Qu'est-ce qu'on peut dire la première chose, on a dit, en fait, il faut qu'il y ait un gradient de pression, il faut plutôt que les manchons soient superposés, mais réellement superposés, qu'on ait une efficacité par rapport à ça. Il faut que, et puis c'est le côté robustesse, c'est le côté après. Il y a un élément qui a évolué aussi c'est la partie informatique aujourd'hui des machines de presso qui permettent en fait de faire des protocoles nouveaux qu'on n'avait pas au départ, qui sont notamment des protocoles de fragmentation des œdèmes. Donc, quand on est à traiter des œdèmes un peu difficiles, et aujourd'hui, parce que tu disais tout à l'heure qu'on voit moins de gros bras, alors c'est vrai qu'il y en a un peu moins, mais ils sont souvent plus complexes parce que en fait, la survie après cancer du sein est bien plus longue.
Et donc, les lymphœdèmes aussi, ils ont une survie bien plus longue, entre guillemets. Enfin, Ils durent beaucoup et moins du coup, longtemps. ils deviennent plus difficiles à traiter. Et c'est vrai que face à ces difficultés-là, c'est bien de temps en temps de pouvoir fragmenter, de pouvoir attaquer, et sur des patients qui vont assez bien, donc ils n'ont pas non plus hospitalisé comme on pouvait les voir autrefois, donc c'est plutôt sur un exercice libéral. Donc voilà. Et puis, si je peux me permettre, et surtout dans ces périodes un peu de Covid et où on a vu les difficultés, acheter français, c'est pas mal aussi. Et donc, le Corico, voilà, sur l'aspect fabricant français. Et tout est fabriqué en France, hein, c'est important. Tous nos sous-traitants sont français. Donc, on est sur la fabrication française. C'est aussi ce qui nous garantit la qualité. C'est important. Oui, on a plus très loin. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais juste voir si on n'a pas d'affichage. Je ne vois pas de message. Et il y a peut-être des questions, si vous avez des questions. Voilà, si les auditeurs ont des questions, on est prêts à répondre. Alors, quel est l'intérêt de la ceinture abdominale sur les jambes lourdes? Stimulation de la citerne de Péquier, comme en drainage manuel, comment l'utiliser? Tu peux peut-être répondre sur le... Alors, l'utilisation de la ceinture abdominale sur les jambes lourdes, en fait, ça ne va pas faire grand-chose qu'on est sur l'abdominal, ou alors c'est parce qu'on est vraiment, on la met très très bas, quasiment sur l'aspect pubien, parce qu'on est pour arriver à stimuler un peu vraiment les nœuds lymphatiques à cet endroit-là, et où un peu d'œdème, parce que c'est vrai qu'on voit de temps en temps des œdèmes qui remontent un peu haut. Mais alors, je mets en garde sur quelque chose, c'est que à pression très faible, c'est très sensible et on ne peut pas le mettre en même temps que les bottes ou pas aussi fort parce que c'est pas supportable. De même si on le met sur l'abdomen, on est plutôt dans ces cas-là sur des indications un peu digestives, un peu voilà, de difficultés de colopathie, des choses comme ça, ça marche bien. Mais dans ces cas-là, pareil, attention à la pression, il faut être bas en pression. Après, quand tu as la citerne de Péquier, ça, anatomiquement, tu pourras répondre peut-être aussi bien que moi, mais je crois que c'est un peu loin pour arriver à la stimuler avec une pressothérapie. Oui, avec une pressothérapie, je pense qu'on la stimulera très peu. Moi, j'avoue que j'utilise très peu la sangle abdominale, hein, parce que très souvent, sur des jambes lourdes, la paire de bottes suffit amplement à avoir un résultat sur des délais qui sont tout à fait raisonnables. Et ce que tu disais, c'est effectivement le problème de la sangle abdominale, mais qu'on va retrouver un peu si mes confrères font du drainage lymphatique. Le drainage lymphatique abdominal, ça pose des fois des problèmes de nausées, de choses comme ça. Donc l'abdomen est quand même une sphère très sensible et très délicate. Si on peut éviter d'intervenir dessus et avoir des résultats, je pense qu'il faut. Alors après, rien n'empêche effectivement de mettre la sangle abdominale seule et puis d'avoir une action effectivement avec la sangle abdominale. Et sur des jambes lourdes, moi, personnellement, en pratique courante, je m'en passe. Voilà, j'utilise que les bottes. Voilà, il y a peut-être d'autres questions. Il n'y en a pas qui apparaissent. Ils devraient nous apparaître à l'écran, c'est ça? Elle devrait apparaître à l'écran. Je vois qu'il y a une question. Attends, je vais voir les questions. On essaye de chatter les questions. Alors, une question, quelles sont les pressions que vous utilisez dans les différentes pathologies circulatoires des membres inférieurs? Ça, c'est peut-être plutôt toi qui vas répondre. Alors, sur les pressions, en fait, bon, c'est difficile de répondre de manière standardisée parce que, avant tout, la première chose, c'est que ça ne doit jamais être douloureux. Donc, il faut toujours rester sous le seuil douloureux. Donc, voilà, il ne faut pas monter. Et c'est inutile de monter trop fort. Alors, la machine, notamment sur les machines récentes, en fait, notamment celle qui est derrière moi, en fait, le protocole va vous proposer d'entrée de jeu une pression de base. Donc, vous pouvez appliquer celle-là, elle est en général suffisante. On est assez bas sur un drainage un peu classique de jambes lourdes. On va être sur 45 millibars, donc 34 ou 35 mm de mercure. Ce n'est pas la peine de monter plus fort. Encore une fois, on a expliqué ce principe du double gradient qui va faire que même à pression assez faible, c'est inutile ça fonctionne et c'est efficace. Alors, il y a parfois une demande de certains patients de dire mais moi j'aimerais bien sentir plus fort parce que si j'ai un peu mal c'est que ça marche mieux. Ça devrait peut-être vous en parler aussi bien que moi, mais bon, on peut le faire, on peut monter, c'est pas grave, mais c'est pas utile quoi. Pas utile. Je dirais que moi, c'est rare pour moi de monter au-delà de 50-60 millibars grand maximum. Oui, mais c'est ce que j'utilise aussi. Et bon, effectivement, il y a cette demande parfois de la patientèle ou de la clientèle qui dit mais comme pour le massage manuel, allez-y, forcez. En fait, c'est pas parce qu'on force c'est pas parce qu'on met de la pression que le résultat va être meilleur, bien au contraire. Des fois, effectivement, il sera moins bon, donc il vaut mieux être modeste dans ces choses-là. Alors ensuite, une autre question. Non, c'est la même. C'est celle du dessus. Non, c'est les études actuelles montrent que
Drainage lymphatique manuel est plus efficace dans les gros bras car il est très peu constitué de liquide lymphatique. Par contre, la presso prépare à la contention. À mon avis, quel est votre avis sur ce sujet? Le DLM n'est pas efficace. Alors, moi j'avoue que j'utilise très souvent de la pressothérapie. Donc, je suis de l'avis de mon confrère, quoi, de mettre plutôt de la presso dans les gros bras. Alors, souvent, ce que je fais dans les gros bras, contrairement aux jambes, où là, je suis souvent à 90% dans la presso, sur les bras, j'alterne des fois, effectivement, pressothérapie et drainage lymphatique manuel. Voilà. J'essaye de coupler les deux. C'est vrai que le gros bras, surtout après les problèmes de cancéro, est souvent un problème un peu mixte, quoi, voilà, qui est difficile. Et ce que disait Yves, c'est qu'on les voit maintenant aussi, c'est des gens qui ont des séquelles beaucoup plus lourdes qu'avant. On en voit beaucoup moins, parce qu'avant c'était courant, mais il y avait des cas faciles. Maintenant, tous ceux qu'on voit sont un peu plus voilà, difficiles, beaucoup plus rares, mais un peu plus difficiles. Et c'est vrai que j'alterne les deux. Ouais, je suis d'accord avec ça. Je pense que après, il y a deux aspects. Il y a l'aspect, vous le savez bien mieux que moi, le drainage manuel, la main du thérapeute, elle est importante. Donc, y compris dans le gros bras, y compris dans cet aspect-là, même s'il y aura toujours une partie qui est importante. Pour moi, c'est complémentaire. Les deux sont complémentaires et je pense que je n'exclurai pas le drainage manuel, bien le contraire. Et après, c'est très dépendant aussi de quel moment. Voilà, quelle est la situation quand on est quelque chose de complètement induré, c'est sûr que ça ne sert à rien de se fatiguer les doigts, hein, si vous mettez en presso. Mais après, d'ailleurs, nous on recommande souvent de dire si c'est trop induré, commencez par la presso et faites un peu de drainage manuel après. Donc, sinon, on fait avant, un peu plus classiquement, et puis on fait ensuite la presso. Alors, je crois que là, c'est là aussi où ce que tu viens de dire, hein, c'est le problème psychologique. Hein, c'est vrai d'être une demi-heure avec les gens ou 3/4 d'heure, effectivement. Bon, des fois, ils en ont besoin parce qu'effectivement, ce problème est devenu tellement lourd au sens propre et figuré du terme que ça devient effectivement une obsession de se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Donc, effectivement, d'avoir une action manuelle sur ces gens-là, parfois, moi, je sens que le client a besoin effectivement que je sois là pour essayer d'échanger avec lui et d'avoir une action vraiment de toucher, quoi. Voilà, bien évidemment. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne crois pas. Et puis on est peut-être dans les temps, je ne sais pas. On arrive en fin de session. Donc, voilà, on va remercier. Alors voilà, merci bien aux participants. Nous, enfin, on n'a pas le retour, je ne sais pas combien vous étiez, mais on espère très nombreux. En tout cas, je crois que Fidea va nous permettre aussi d'avoir accès en replay à la présentation. J'espère que ça vous a intéressé. Et puis, pour le reste, voilà, merci encore une fois à Fidea qui nous donne cette opportunité de finalement faire ces rencontres qui ne remplacent pas, mais qui finalement permettent d'occuper un peu les choses par rapport